Dimanche 12 juin. Assisté dans la soirée à la représentation de Blaise et Babette. L'extérieur du théâtre est élégant, mais l'intérieur, quoique grandiose, me parut assez lourd. L'orchestre est trop petit pour une si vaste salle. On entre dans un grand vestibule soutenu par de gros piliers. À droite, une salle de bal. À gauche, une salle de concert. En face, quelques marches se séparant au premier étage en deux escaliers. L'un mène aux premières loges, l'autre au deuxième. De chaque côté de l'amphithéâtre, deux loges sont réservées aux dames d'un certain monde qui ont toute liberté de s'y faire remarquer et ne s'en privent guère. Les acteurs étaient très mauvais. Le spectacle terminé, nous nous promenions pendant 1 heure au jardin public. Dimanche 19 juin. À 11 heures, j'assistais à un service protestant célébré dans la plus grande intimité, car ici, il n'y a pas le moindre lieu de réunion destiné spécialement à ce culte. Bordeaux a d'ailleurs la réputation d'une ville à la fois corrompue et irreligieuse. Vers 6 heures, étant sur le quai, nous prîmes un bateau qui nous amena à un endroit où le peuple va s'amuser le dimanche. On y boit, on y chante, on y joue aux cartes. Nous revînmes, après être restés quelque temps à observer les uns et les autres. Avant de rentrer, nous nous arrêtâmes dans une baraque. On y montrait en figure de cire la scène de Judith et d'Holoferne. Judith tient dans sa main la tête du général assyrien, dont le corps repose sur un lit. Une égyptienne est debout à côté. Toutes ces figures, faites de façon à s'ouvrir, laissent voir à l'intérieur la structure du corps humain. Passant auprès du café du théâtre, nous avons aperçu un prêtre jouant au domino avec plusieurs officiers. Cela nous a fort étonnés. Mardi 21 juin. Assisté à l'opéra d'Alceste. Bien interprété. Salle comble, élégante et composée d'une société choisie. Jeudi 23 juin. Aujourd'hui, veille de la Saint-Jean, grande fête populaire. Nous étions allés vers 8 heures du soir nous promener au Chartron, lorsque revenant à la tombée de la nuit, nous vîmes toute la ville illuminée de feux de joie. On emploie des barils goudronnés sur lesquels, aussitôt qu'on y a mis le feu, on fait un signe de croix. Les gens du peuple s'imaginent par cette cérémonie faire évanouir les sorciers de l'année qui vient de s'écouler. La flamme des feux éclairant l'eau de leur lueur au milieu des navires, tandis que la lune, large et brillante, montée à l'horizon, nous offrait un spectacle rare et splendide. Les coups de fusil répondaient aux canons. Partout, des fusées, des pétards, de la musique. C'était une joie universelle, qui se prolongea si bien que, trouvant inutile de chercher à dormir, je me résignai à entendre le tapage une partie de la nuit et ne me couchai qu'à 1 heure du matin. Vendredi 24 juin. Les tambours, les fusils, la musique annoncèrent la Saint-Jean. Bientôt les quais, les rues, les promenades s'emplirent d'une foule en habits de fête. Tous, même les mendiants, un bouquet ou des fleurs à la main, quelques-uns des croix en feuillage, on les fait bénir et on les emporte pour les garder chez soi ou les suspendre à la porte de sa maison. C'est un talisman, dit-on, contre les démons. Une partie de la fête se passa sous nos fenêtres. Au bruit des instruments, on dansait, on s'amusait à des jeux divers. Vers 6 heures arriva un détachement de soldats sans armes, tambours en tête et drapeaux flottants, accompagnés de leur colonel et de quelques officiers. 2 fois, ils firent le tour du cours au pas gymnastique. À la seconde fois, sur un signe du colonel qui leva la main, ils s'arrêtèrent et, jetant bas leurs tricornes et leurs habits, exécutèrent des jeux et des exercices militaires où les plus adroits gagnaient des prix. Ces divertissements enthousiasmaient la foule qui poussait des cris de joie et applaudissait à tout rompre chaque gagnant. À la fin, tous les vainqueurs précédés de la musique partirent en avant, suivis de leurs concurrents moins heureux, mais tous devaient partager un bon repas offert aux frais du colonel. Je vis rarement scène plus gaie de joie populaire. Samedi 25 juin. Journée terriblement chaude. Nous ne pûmes sortir que vers le soir nous promener sur le délicieux quai des Chartrons, d'où nous ne revînmes qu'à minuit, afin de jouir un peu de la fraîcheur. Dimanche 26 juin. À 10 heures du soir, nous allions au petit théâtre. Très petit, en effet, et très sale. Cependant, pas une place vide.
une fameuse danseuse de Parme devant paraître sur la scène. On jouait le tableau parlant, pièce assez médiocre en elle-même, misérablement interprétée par des enfants. On ne commença guère avant 11 heures, aussi n'eût été notre désir de voir cet artiste dont tout le monde parlait, nous ne fussions pas restés longtemps dans ce théâtre où nous nous promîmes de ne plus revenir, d'autant plus que la tenue de certaines dames offusquait la bonne société présente. La danseuse eut beaucoup de succès, car malgré sa profession, elle a l'air modeste et reçoit les applaudissements avec une grâce qui gagne la sympathie des spectateurs. Cette représentation ne se termina pas avant 00h30, jeudi 28 juin. Après déjeuner, nous allions voir le clocher du Pey-Berland. La tour de Pey-Berland, fort ancienne et très élevée, est construite dans le style gothique. Elle a dû être remarquable. D'après sa proximité de la cathédrale, on croit qu'elle en faisait autrefois partie. Du sommet, on doit avoir un beau coup d'œil. Mais le clocher est dans un tel état de délabrement que nous ne crûmes pas prudent de nous y aventurer. Nous continuâmes notre tournée par la porte basse, une des portes de la ville datant du règne d'Auguste. Construite en grosses pierres posées les unes sur les autres, sans aucun ciment. Elle est cependant si solide qu'elle a résisté à 3 sièges et peut encore durer des centaines d'années. On a bâti des maisons sur les fondations des murs qui l'encadraient autrefois de chaque côté. De là, passant au milieu de la ville, nous fûmes à la porte de Bourgogne et arrivâmes au quai où nous prîmes un bateau pour nous conduire au Chartron. Au retour, surpris par une averse accompagnée d'une forte rafale et n'ayant comme rameurs que 2 jeunes garçons, nous préférâmes aborder et nous réfugier, en attendant la fin de l'orage, dans un magasin où j'achetais de la mousseline. L'orage passé, nous retournâmes à pied chez nous, car impossible de trouver un seul fiacre. Le soir, illumination par toute la ville à cause de la fête de demain, la Saint-Pierre. Samedi 2 juillet. Après déjeuner, M. Cradock se rendit au couvent des Chartreux. On lui montra fort obligeamment le trésor, la chapelle et l'intérieur du couvent. L'ordre des Chartreux est très sévère. Les moines ne peuvent parler qu'avec la permission de leurs supérieurs. Chaque jour, on en désigne un pour acheter les provisions, et il a alors la parole pour toute la journée. Cependant, en cas d'urgence, les autres obtiennent aussi de sortir. Le parleur dit à M. Cradock que leur vie, pour être assurée, n'en est pas moins très austère, mais qu'ils subissaient toutes les rigueurs du cloître par amour de Dieu et pour gagner le ciel. Il ajouta que l'ordre est extrêmement riche et que les meilleurs vignobles des alentours leur appartiennent. Ces religieux retirés du monde furent très curieux d'apprendre les nouvelles du dehors, enchantés de celles que leur donna M. Cradock. Dimanche 3 juillet. À 2 heures, nous nous fîmes conduire en voiture à 2 lieues environ de Bordeaux pour visiter une maison appartenant à M. Rabbi, marchand juif extrêmement riche. Cette maison et le jardin qui l'entoure sont absurdes. La construction et l'entretien de l'un et de l'autre ont dû et doivent encore coûter des sommes énormes. Je ne puis passer sous silence le jardin car il est plus qu'original. Placé derrière la maison, c'est un morceau de terrain entouré d'une étroite plate-bande garnie à peu près de 200 pots à fleurs bleues et blancs juchés sur des roues. Au milieu, représentant sans doute les tables de la loi, du buis coupé excessivement ras, figure un rouleau de papier écrit. Les interstices sont remplis de sable de différentes couleurs, de façon à imiter des broderies. Comme il est impossible de mettre ce terrain à l'abri, il faut le réparer chaque fois qu'il pleut. Il est difficile de comprendre qu'on s'extasie sur cette folie et qu'on déclare que c'est magnifique. Nous eûmes bientôt assez de ce chef-d'œuvre de mauvais goût et, continuant notre promenade, on nous arrêta à un ancien collège des Jésuites dont il ne subsiste qu'une partie servant maintenant de cabaret et placé à côté d'un bois qui nous a rappelé le bois de Boulogne à Paris. Revenu à 7 heures, prendre le thé. Mardi 5 juillet. Accompagné de M. Jacob comme guide, nous partions à 9 heures en bateau pour Lormont, petit village situé au bord de la Garonne
et près duquel se trouve un rocher où l'on va admirer un panorama splendide. Le temps était ravissant. Après avoir navigué l'espace d'une lieue, nous descendîmes à terre et, en attendant l'heure de la marée, nous nous promenâmes d'abord dans un jardin particulier. Puis, suivant le cours de la rivière, nous avisâmes un endroit charmant où nous nous assîmes pendant 1 heure. Enfin, nous retournâmes au bateau pour arriver à 2 heures à Lormont, où nous dînâmes à un petit cabaret avec les provisions que nous avions emportées et auxquelles on ajouta des œufs et du lard. Tout était simple mais propre. Après dîner, traversant un joli bois et des vignes, nous montions au roc, à côté de la rivière. Un monsieur Black a bâti là une maison et tracé dans la colline boisée des avenues sauvages et délicieuses. De là, en effet, nous eûmes une vue de toute beauté. Devant soi, la Garonne ondoie pendant plusieurs milles à travers un pays fertile et riant. Elle est si large dans cette partie de son cours que les centaines de navires à l'ancre semblaient de loin une couvée de canards sur l'eau. À gauche, Bordeaux. À droite, le port du bec d'Ambé, où la rivière se divise et au-delà de laquelle on distingue bourg et blais. Le roc lui-même, couvert de bois, ajoute au charme de ce paysage dont aucune description ne peut donner l'idée. Nous quittions ce lieu enchanteur à 5h30 et nous nous embarquions. Mais notre équipage s'était augmenté de 2 prêtres venus, comme nous, en excursion au roc. Ils apprirent que nous avions loué notre bateau pour la journée et nous demandèrent de vouloir bien les ramener en ville, ce à quoi nous acquiesçâmes avec plaisir. La marée nous étant favorable, nous revînmes promptement et avant 6 heures, nous étions à l'hôtel. Mercredi 6 juillet. De nos fenêtres, nous assistâmes aujourd'hui à une grande revue rehaussée par la présence du duc et de la duchesse de Mouchy, chacun dans leur carrosse de gala. Plusieurs milliers de spectateurs se pressaient autour du champ de manœuvre et suivaient avec intérêt tous les mouvements de la troupe. Mardi 12 juillet. J'ai lu, écrit, travaillé et joué avec les chats toute la journée, n'osant affronter la chaleur du dehors. Mercredi 13 juillet. Encore une température très élevée. Vers 8 heures du soir, M. Cradock me proposa d'assister au concert qui se donnait à 10 heures à la salle du spectacle au bénéfice du signor Lolli, violoniste. Nous y étions à 9h30 et fûmes assez bien placés. Le duc et la duchesse de Mouchy étaient présents, assis sous un dais qui leur est spécialement réservé, car le duc, gouverneur de la Guyenne, et la duchesse sont traités ici à l'égal du roi et de la reine, et reçoivent naturellement partout les honneurs dus à leur rang. De très haute noblesse, ils ne sont jeunes ni l'un ni l'autre. Leur toilette, simple et de bon goût, n'en excluait pas la richesse. Ils étaient couverts de bijoux magnifiques. La haute société s'était donné rendez-vous à ce concert qui, par lui-même, fut des plus ordinaires. Tous les artistes, à l'exception du signor Lolli, se montrèrent assez médiocres, mais celui-ci eut un vrai succès bien mérité. Il se distingua surtout dans un grand duo où, à certains passages, chacun retenait sa respiration de peur de perdre une seule note et où les musiciens eux-mêmes partagèrent les applaudissements de la salle entière. Malgré l'énorme affluence du public, la sortie se fit sans embarras. Nous étions de retour à 1 heure pour souper. Mardi 26 juillet. Après dîner, M. Cradock se rendit au couvent des franciscains, vaste établissement entouré de 3 beaux jardins bien cultivés. Les franciscains appartiennent aux ordres mendiants. Nous en avons souvent vu à l'hôtel venir demander l'aumône. Dans ces circonstances, M. Cradock n'a jamais manqué de mettre 1 sou ou 2 dans la bourse. Aussi, au moment où il terminait sa visite au couvent, voulut-il faire une petite offrande, mais là, ils refusèrent. Temps orageux et accablant. Jeudi 28 juillet. À cause de la chaleur, nous ne sommes sortis que dans la soirée. Rentrés à 10h30, nous avons eu pour souper des sardines, petit poisson que je ne connaissais pas et qui est particulier aux côtes de l'océan. Il faut le manger sortant de la mer, car il est si délicat qu'il n'est pas aisément transportable. On le sert au repas, mais bien souvent, avant le dîner, pour donner de l'appétit,
et dans l'un et l'autre cas, il est d'usage ici de toujours prendre un peu d'eau-de-vie après. C'est sans doute nécessaire. Pour moi, je ne le fis pas, et trouvai d'ailleurs ce poisson assez fade. Vendredi 29 juillet. Été après déjeuner jusqu'à la fontaine Figuereau, du nom de celui qui en a doté la ville. On vient de tous côtés y puiser. L'eau en est claire et douce, tandis que celle des autres fontaines publiques est très dure. La source est fort abondante, et c'est aux 5 orifices qui coulent incessamment que la plupart des porteurs d'eau, quelquefois au nombre de 200, viennent remplir leurs tonneaux et leurs seaux, servant à transporter l'eau dans les maisons particulières. De là, nous allâmes à un jardin potager près de la ville. Il contient beaucoup d'arbres fruitiers, mais tout cela est négligé, comme d'ailleurs la propriété entière qui est grande. Il y a cependant un puits et elle pourrait, si elle était bien cultivée, devenir d'un bon rapport. Revenus par le jardin public, nous y rencontrâmes Monsieur X. La conversation s'étant engagée sur le spectacle de la veille, Monsieur Cradock lui demanda s'il en avait été satisfait. « Oh, certainement, monsieur, lui répliqua Monsieur X, car le théâtre était bondé. » D'après cette réponse, nous conclûmes que Monsieur X jugeait une pièce d'après le nombre des spectateurs qui y assistent. Samedi 30 juillet. Monté vers 7 heures du soir au château Trompette, autrefois fortifié et servant de défense à la ville. Une petite garnison l'occupe encore, mais depuis l'agrandissement de Bordeaux, il a cessé d'être une place de guerre. On doit même le démolir prochainement, et sur son emplacement, y tracer 13 nouvelles rues en l'honneur des 13 États unis d'Amérique. De là, nous fûmes au quai. Puis nous nous arrêtâmes en route sur la place Royale, regarder quelques instants un petit théâtre de marionnettes. Nous étions de retour à 10h30. Dimanche 31 juillet et lundi 1er août. La chaleur est tellement accablante qu'on ne peut ni sortir, ni se reposer, ni dormir. Un mouton tué à minuit n'a pu être utilisé le lendemain matin. Mardi 2 août. Nous étions au jardin vers 6 heures, cherchant, sinon la fraîcheur, au moins à changer d'air, lorsque quelques gouttes de pluie commencèrent à tomber. Bientôt les éclairs se succédèrent sans interruption, et le tonnerre gronda dans le lointain. Un quart d'heure après survenait un orage épouvantable, accompagné de tonnerre, d'éclairs, de grêle, de pluie et d'un vent violent. On fut obligé d'ouvrir toutes les fenêtres, de peur que les grêlons, gros comme des noyaux de pêche, ne cassassent les vitres. L'air embrasé ressemblait par instants à une nappe de feu bleuâtre. La pluie tombait en torrents, traversait la maison comme par un canal, et bientôt la route devant notre hôtel se transforma en rivière. Au bout d'une demi-heure, l'orage s'apaisa. Nous pûmes constater que l'hôtel n'avait pas été endommagé, mais plusieurs maisons, dont les fenêtres étaient fermées, eurent toutes leurs vitres brisées. Chez un monsieur, il y en eut jusqu'à 400. Les gens les plus âgés ne se souviennent pas d'avoir assisté à Bordeaux à un pareil orage, et pour ma part, je n'en vis jamais d'aussi effrayant. Jusqu'à 4 heures du matin, il continua à tonner et à éclairer. Cependant, la chaleur n'en demeura pas moins étouffante. Jeudi 4 août. Dans la matinée, je fis mes préparatifs de départ, car nous quittons Bordeaux demain. Vers 9 heures du soir, après nous être promenés, nous sommes rentrés souper, avons payé notre compte d'hôtel et nous sommes retirés à 11 heures. Vendredi 5 août. Levés avant 5 heures, nous prenions notre café et quittions à 5h30 cet excellent hôtel, emportant avec nous les regrets des maîtres et des serviteurs désolés que notre séjour ne se prolongeât pas davantage. Une voiture nous conduisit jusqu'au bateau à destination de Blaye et sur lequel était déjà notre chaise de poste qui devait nous servir de cabine, vu le nombre des passagers. Partis à 6h30 avec un bon vent, nous arrivions à 10h à Blaye, où nous commandions notre dîner au Grand Saint-Louis et allions ensuite jusqu'à la citadelle sur un roc au bord de la Gironde, très large à cet endroit. Cette citadelle, gardée par un détachement de soldats, est défendue du côté de la terre par un double fossé garni de canons. Dans l'enceinte des murs s'est élevée comme une toute petite ville où l'on trouve des magasins de tout genre.
il y a 2 moulins à vent et un bon puits dont l'eau est très fraîche. La sentinelle nous prévint qu'arrivés en haut, nous ne devions pas nous tenir au centre, ce qui nous fit supposer qu'on y gardait les munitions. De là, on découvre une vue admirable. La ville de Blaye n'a rien d'autre de remarquable, sinon qu'on ne rencontre aucun mendiant, ce que j'attribuais à l'absence de couvent où les pauvres sont généralement secourus. Vers 2 heures, nous étions de retour à notre auberge. L'on nous y servit un excellent dîner dans une salle très modeste. De plus, une fois notre note acquittée, le maître de l'auberge et sa femme nous pressèrent d'accepter des pêches magnifiques pour nous rafraîchir durant notre voyage. Abandonnant le bateau, nous montions à 3 heures passées dans notre chaise de poste et par une route pavée, ce qui la rend très dure, nous traversions un pays riche mais peu pittoresque pour arriver à Étaulier où nous changions de chevaux. Au relais suivant, Saint-Aubin, la route prend complètement un autre aspect. Plus de pavés, mais un sable noir trace la ligne des voitures au milieu de terrains incultes où ne croissent que de petites fougères. En continuant, le chemin devient montueux et tout à fait mauvais par suite de quartiers de rochers ou de fondrières à éviter. Notre conducteur, très négligent et entêté, nous fit passer, malgré les avertissements des gens du pays, sur un pont absolument vermoulu et dangereux. Il ne nous arriva pas d'accident, mais j'eus une frayeur terrible. À Mirambeau, nous ne nous reposâmes que peu de temps, car il est impossible d'y trouver à coucher. On nous assura que la route menant à Saint-Genis était bonne. Aussi, quoiqu'il fût déjà 8 heures, nous préférâmes poursuivre notre voyage. Ce fut d'ailleurs une bonne aubaine pour un pauvre homme allant de notre côté et qui nous demanda la permission de monter sur le siège. En effet, la route était excellente, notre nouveau conducteur très attentif, et nous arrivâmes à 10h30 à la Croix-Blanche, à Saint-Genis. Tout le monde dormait, mais on se leva, on nous prépara un bon souper et nous gagnâmes nos lits. Samedi 6 août. Ayant passé une très mauvaise nuit, M. Cradock me proposa de nous arrêter pendant la journée à Saint-Genis, mais après mon déjeuner, je me sentis mieux et préférai poursuivre notre chemin. Ayant donc payé notre compte, fort modéré d'ailleurs, nous remontâmes dans notre chaise. M. Cradock ordonna au conducteur d'aller doucement, et bientôt, remise par cette promenade en plein air, je ne me ressentis plus de mon indisposition de la nuit. Peu après 11 heures, nous arrivions à Pons, où nous changions de chevaux. Pons était autrefois une grande ville. Elle fut détruite du temps des guerres civiles. Ce n'est plus qu'un village situé sur une haute colline. Cependant, des ruines que l'on rencontre à tout moment attestent son ancienne splendeur. Ses environs sont excessivement fertiles. Nous tombâmes en pleine foire. Celle-ci consiste surtout en vente de bétail. Les autres marchandises ne constituent qu'un très petit marché où nous nous promenâmes, tandis qu'on attelait. J'achetai un mouchoir et M. Cradock une paire de souliers de chamois. Nous allâmes ensuite au jardin du château, servant maintenant de jardin public. Ils sont sur une hauteur, bien entretenus, et ont conservé leur forme primitive. Taillés à la française, ils ont de petits bassins, de petites allées droites bordées de petites plates-bandes, mais de chaque côté, il y a une magnifique allée couverte. Tout alentour, le paysage est charmant. Au pied du rocher coule un ruisseau, disparaissant de temps à autre au milieu des broussailles. Ce qui reste du château est devenu une maison d'habitation. Une ancienne grande tour carrée contiguë sert actuellement de prison. Quittant Pons, nous relayâmes encore à Jars et atteignîmes Saintes vers 10 heures. Entre Pons et Saintes, les récoltes sont ordinairement abondantes, mais la plupart seront perdues cette année à cause de la sécheresse. Le maïs même a beaucoup souffert et ne rend que des épis maigres et desséchés. Saintes, mieux que Pons, a conservé des restes d'anciens monuments. La cathédrale passe pour avoir été l'une des plus belles et des plus solidement bâties du royaume. Cependant, on a été forcé de la réparer et quelques parties seulement rappellent sa célébrité d'autrefois. De là, nous suivîmes une promenade nouvellement tracée, longeant la Charente qui enserre la ville en forme de fer à cheval. De l'autre côté de la rivière se déroule une large plaine bordée de bois.
À 3 heures, nous retournions à l'hôtel des Trois Princes, où nous avions commandé notre repas et des chambres. Après dîner, nous visitions les ruines d'un amphithéâtre. Saintes a été une colonie romaine, bâtie dans une vallée près des murs de la ville. Les restes de cet amphithéâtre ne sont pas si bien conservés que ceux du palais gallien à Bordeaux. Presque toutes les arches sont remblayées, et de loin, on croit voir un pont écroulé. Il a été construit en pierres jointes par un ciment tellement résistant qu'il est plus impénétrable que les pierres elles-mêmes. Au milieu de ces ruines, on découvre une fontaine d'eau de source claire et limpide. Elle est abritée par une arche surmontée d'un crucifix. Sur la pierre fermant la voûte est sculptée l'image de la Vierge Marie tenant entre ses bras l'enfant Jésus. Puis nous visitâmes l'église de Sainte-Trope, devenue la chapelle des Bénédictins. Elle a dû être superbe, mais a subi le sort de la cathédrale. Nous descendîmes dans la crypte, qui est remarquable. On y accède par une double rangée de marches. Du côté droit de l'autel, sous un cintre, repose, nous dit-on, le corps du saint. Remontant ensuite à l'église supérieure, on nous montra le buste de Sainte-Trope, contenant une relique du saint. Il est renfermé derrière une grille et, assure-t-on, en pur argent. Les cheveux et la barbe sont dorés, ce qui produit un aspect bizarre. La tête est ornée d'une couronne en verroterie, les épaules couvertes d'un surplis garni d'une vieille dentelle. À la muraille sont suspendus des ex-voto. Revenus à l'hôtel à 10 heures, nous nous reposâmes des fatigues de la journée.